Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est ravis de vous avoir ce matin pour ce webinaire qui a pour ambition de vous donner les clés pour réussir votre acquisition. Alors, comment on va faire de la croissance? C'est un sujet commun à toutes les entreprises et l'acquisition d'une structure, ça peut être parfois un moyen rapide de grandir et d'acquérir des parts de marché supplémentaires. C'est un exercice qui, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas forcément réservé aux grands groupes. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner ce qu'il faut pour appréhender cet exercice. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une présentation rapide de Charles et moi. Donc, je vais commencer, Charles, et ensuite je te laisserai la parole. Donc, pour ce qui me concerne, je suis avocate en private equity et fusion-acquisition. J'accompagne les entreprises dans leurs opérations de financement, dans leurs opérations de cession et d'acquisition pour accélérer leur croissance. Et je suis également associée chez Bold. Donc, Bold, c'est un cabinet d'avocats et d'experts comptables qui propose un abonnement illimité aux entreprises pour les accompagner au quotidien sur leurs sujets juridiques, comptables et financiers. Et notre mission, c'est faire du droit, de la compta et de la finance un outil au service de la croissance et de l'innovation de nos clients. Et avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'avoir Charles Frassin, cofondateur de Bellenos Partners. Donc Charles, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, merci Elam. Effectivement, Charles Frassin, cofondateur de Bellenos Partners, qui est un cabinet de conseil en transmission, donc une boutique de M&A. On a créé notre cabinet il y a 6 mois maintenant, avec une ambition forte, c'est d'accompagner la transmission d'entreprises qui est en cours à date, avec un certain nombre, un fort volume de transmission, spécifiquement avec une approche dédiée sur le small cap et sur le very small cap plus particulièrement. Donc, juste pour rappel, le small cap, c'est 1 à 50 millions de valorisation. Et nous, on est plus sur la frange 1 à 20 millions, là où il y a très peu d'intervenants en banque d'affaires très précisément. Voilà. Et on a développé une approche autour de l'IA pour améliorer et accélérer les process et surtout qualifier les contreparties et ne plus se baser uniquement sur un réseau intuitu personnel. Top. Merci beaucoup, Charles, pour la présentation. Donc, maintenant que vous savez qui nous sommes, on va vous partager le programme de ce matin. On va tenter de le dérouler dans le temps qui nous est imparti. Je crois qu'on a à peu près une trentaine de minutes avec 15 minutes de Q&A. On va d'abord commencer par vous donner les moyens qui s'offrent à vous pour identifier votre cible, comment la chercher, où chercher les opportunités que personne parfois ne regarde vraiment. On va ensuite faire un focus sur la lettre d'offre, ce fameux document qui permet de formaliser la marque d'intérêt vis-à-vis d'une cible. Qu'est-ce qu'elle doit contenir, les éléments pour vous protéger. Et là aussi, on va faire un focus sur 3 éléments de la lettre d'offre parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin. On va parler de la valorisation, des modalités de paiement et de financement et de la garantie d'actifs et de passifs. Et on finira avec un overview de la checklist pour une acquisition réussie. Donc, commençons tout d'abord par comment on identifie sa cible. Et Charles, je te laisse la parole. Tu es l'expert sur le sujet. Et merci, Elam. Exactement. Donc, comment trouver sa cible? Alors, soit vous êtes déjà très au fait de ce que vous recherchez puisque vous opérez une décision d'acquisition sur votre segment de marché, secteur d'activité, que ce soit pour l'extension géographique, pour l'extension de clientèle ou tout simplement pour vous ouvrir de nouveaux marchés. Soit vous êtes un peu moins au fait de ce que vous cherchez, vous avez des stratégies de diversification et autres. Mais dans tous les cas, il y a un socle commun. Vous avez 2 marchés. Le marché, ce qu'on appelle le on-market, les sociétés qui sont identifiées et qui sont vendues ouvertement ou à vendre ouvertement, et le off-market, les sociétés qui ne sont pas à vendre, a priori, qui ne sont pas à vendre, et que vous ne détectez pas ou que vous avez du mal à détecter, ou alors vous avez besoin de faire un peu plus de travail pour les détecter. Sur les sociétés qui sont sur le marché, ce n'est pas très compliqué de les identifier. Il faut principalement aller voir ce qui se passe dans toutes les plateformes qui existent, si ces sociétés sont sur les plateformes. Vous entendez beaucoup parler en ce moment de Fusac, Session PME, BPI Transmission. Le gouvernement a annoncé le Tinder de la reprise via BPI. Vous avez aussi des sociétés comme France Reprise, comme Dealmaker ou comme Alvo Market qui vous permettent d'identifier un certain nombre de sites qui sont sur le marché officiellement. Pour autant, ces plateformes-là recensent principalement une catégorie d'entreprises qui sont plutôt very small cap
Les entreprises un peu plus grosses passent généralement par des banques d'affaires, donc des personnes comme moi, des tiers, qui vont mettre sur le marché une société, mais la mettre de façon assez ciblée, c'est-à-dire que la banque d'affaires va, selon les critères du cédant, sélectionner un certain nombre de contreparties et les contacter pour rentrer en discussion. Ça, c'est le marché ouvert. Si vous n'êtes pas identifié comme une contrepartie qui pourrait avoir un intérêt pour acheter la société auprès de la banque d'affaires, vous ne serez pas au courant de la vente, sauf si vous entretenez un réseau d'intermédiaires qui pourrait vous communiquer ces informations-là. Vous avez aussi tous les experts comptables, tous les tous les avocats d'affaires qui ont tendance à pousser des dossiers auprès de leur réseau en fonction des critères que leur réseau leur ont donnés. L'intérêt d'aller sur le on market, c'est que vous pouvez tout de suite qualifier les cibles que vous regardez. Les dossiers sont structurés, c'est-à-dire que vous avez accès à un certain nombre d'informations qui ont été préparées justement dans le cadre transactionnel. Donc, il va y avoir beaucoup de documentation. Les due diligence s'appuient sur des data rooms qui ont été fournis, préparés. Vous allez avoir des process assez rythmés pour donner un peu de tension sur le dossier. En revanche, vous allez être en face d'une certaine concurrence et d'une concurrence qui n'est peut-être pas directe vis-à-vis de vous. Autrement dit, si vous êtes un corporate, vous n'aurez pas forcément que des corporates, une entreprise, que des corporates en face de vous. Vous aurez peut-être des fonds d'investissement, peut-être des personnes physiques. Et il faut savoir qu'en fonction des gens qui sont en face de vous, la stratégie à adopter pour réussir sa transaction est différente. Et donc, c'est important que vous sachiez identifier qui est en face de vous. Et selon les acteurs, vous allez forcément avoir des acteurs qui vont remettre des prix plus élevés ou moins élevés que vous. C'est important de le savoir. Sur la partie off-market, et c'est ce que fait BNOS particulièrement quand il accompagne les clients à l'achat, on va avoir une approche directe auprès des dirigeants. Et cette approche, elle se fait sur la base d'un certain nombre de recherches, soit sur des vues LinkedIn, sur du réseau ou sur des secteurs ciblés, soit elle se fait via des analyses de données, des recommandations de réseaux d'affaires ou de la veille sectorielle active. Dans le cadre des banques, dans le cadre des mandats spécifiques via une banque d'affaires, la banque normalement va activer son réseau pour identifier des sociétés qui répondent à vos critères et derrière prendre contact avec les dirigeants pour s'assurer que les sociétés sont bien en vente ou que potentiellement il pourrait y avoir des discussions. C'est des processus qui sont beaucoup plus longs parce qu'il faut donner envie aux dirigeants de céder sa société. En revanche, il y a beaucoup moins de concurrence et généralement, vous avez des discussions bilatérales. Ce qu'on voit sur le very small cap, c'est que c'est majoritairement les experts comptables qui sont les tiers de confiance sur ces transactions-là. En revanche, les experts comptables ne font pas de mise en concurrence. C'est-à-dire que pour un vendeur, la société sera sans doute valorisée un peu moins cher que via un mandat on-market. Pour vous, c'est une occasion d'aller avoir une discussion de gré à gré, de négocier une exclusivité avec le vendeur et d'avoir de bonnes discussions, d'avoir du temps et d'essayer d'avoir un prix plus bas. Voilà les deux solutions qui s'offrent à vous, les deux marchés parallèles. Il faut en être conscient et savoir sur quel marché vous voulez aller selon votre temporalité et votre enveloppe budgétaire. Merci beaucoup Charles, c'est hyper intéressant. C'est vrai que ce côté un peu off-market est parfois oublié par les entreprises, alors que, comme tu dis, ça peut vraiment être des grosses opportunités. Nous, on le voit au quotidien, on a parfois certains clients, quand bien même ils ne sont pas, on va dire, officiellement vendeurs, mais en même temps, ils nous disent un peu à demi-mot que bon, s'il y a une offre qui arrive sur la table, voilà, ils s'y intéresseront. Et donc, ça montre bien que parfois, il peut y avoir des opportunités réelles. Et donc, pour ça, on peut activer son réseau, que ce soit expert comptable, avocat aussi, pour, voilà, pour savoir s'il y a certaines boîtes qui sont dans, en tout cas, potentiellement vendeuses. Ouais, tout à fait. C'est vrai que sur la mise en vente d'une société, il faut savoir que ça prend du temps, beaucoup de temps sur le dirigeant qui ne se concentre pas sur son opérationnel et ça peut, dans certains cas, exiger certaines dépenses en termes de conseils ou en termes juste de structuration. Et ces dépenses, généralement, les dirigeants ont un peu de mal à les engager tant qu'ils ne sont pas sûrs de vouloir partir ou qu'ils ne veulent pas payer pour tester l'idée.
Donc, aller voir un dirigeant en direct, ça peut permettre de réveiller des réflexions qui sont là, mais qui ne sont juste pas actionnées. Complètement. Alors du coup, maintenant que, vous avez un peu les clés pour identifier votre cible, je vous propose, alors je ne sais pas si ça on en a un petit peu parlé sur les gisements là. Ouais, alors, peut-être sur Ouais, ce chiffre-là, les 700 000 euros, les 700 000 entreprises qui sont à vendre dans les 10 ans, c'est un chiffre qui circule depuis très très longtemps. Il y a eu un article dans les Échos hier qui mentionnait plus 500 000 entreprises. Voilà, ce chiffre, il est un peu fourre-tout. C'est majoritairement des TPE qui sont à vendre. Par contre, la vraie dynamique de fond, c'est qu'on a des dirigeants qui ont tendance, depuis une dizaine d'années, à attendre de plus en plus avant de céder et donc de se retrouver à un âge assez élevé au moment où ils veulent partir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ces dirigeants mettent un peu plus de temps à céder, parfois ils peuvent être démotivés et donc moins investir dans leur entreprise, plutôt avoir tendance à tirer sur la bête et donc avoir des profitabilités un peu dégradées et ou des rémunérations assez fortes. Ce qu'il faut bien identifier pour vous dans ce cas-là, c'est votre capacité à récupérer une entreprise qui est en bonne forme ou alors à savoir ce que vous devez faire pour que cette entreprise se remette en selle pour performer sur son marché. Et donc, sans doute, un peu plus d'investissement et un peu plus de temps pour actionner tous les leviers qui vont faire retourner l'entreprise à la rentabilité. Pour autant, sur ces 700 000 entreprises, vous avez énormément de sociétés qu'on peut qualifier d'industrielles et ou de boring business qui ont été très oubliés sur les 15-20 dernières années, puisque c'était la Startup Nation d'abord et un peu moins l'entrepreneur nation avec les PME et les sociétés industrielles. Il y a énormément de sujets sur le marché, il y a énormément d'entreprises profitables et il y a beaucoup de dirigeants qui veulent maintenant partir à la retraite, d'autant que là, on se retrouve dans une fenêtre de tir qui est d'1 an avant les présidentielles. Et donc, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs connaissent le cadre législatif actuel et savent qu'il peut y avoir des aléas dans les 24 prochains mois et donc vont décider de partir à la retraite ou de céder leur entreprise. Voilà. Vous avez des sociétés, un millier de sociétés profitables largement ouverts. Vous avez des dirigeants qui sont de plus en plus âgés et qui vont vouloir partir à la retraite. Et vous avez sur toutes ces entreprises, beaucoup d'entreprises qui ne se sont pas notifiées pour être vendues. Donc, vous aurez moins de concurrence. Voilà. très clair. Donc maintenant que vous savez comment identifier, votre potentiel cible, la question qui va se poser, c'est, à quel moment on formalise notre marque d'intérêt et par quel biais? Et par quel biais? C'est par la lettre d'offre, ce qu'on appelle aussi communément la LOI. Et donc ce qu'on voulait, vous partager aujourd'hui, c'est quel est, le contenu de cette LOI, à quel moment il faut la partager et quel est l'enjeu pour vous, de la partager assez rapidement. Donc la LOI, il faut savoir, c'est, encore une fois, c'est une marque d'intérêt. C'est pas un accord définitif, ça n'est pas engageant, à quelque titre que ce soit, si ce n'est sur l'exclusivité. Et donc c'est ça le point important. Donc il y a 6 éléments, sur lesquels il va falloir vous pencher avant, d'éditer cette lettre d'offre. Alors bien évidemment, la valorisation à laquelle vous allez racheter votre cible. Donc ça va supposer que vous ayez quand même certaines informations financières concernant la société, quand bien même vous n'êtes pas encore rentré en audit profond, c'est-à-dire vous n'avez pas encore demandé, tous les éléments juridiques et cetera, mais à minima, quand les discussions commencent, il faut demander des éléments financiers. Ça va vous permettre de voir globalement le chiffre d'affaires de la société, sa rentabilité et de se poser la question de: «OK, à quel prix je suis prêt, à l'acquérir?» Une fois que vous avez une idée de cette valorisation indicative que vous allez mettre dans votre, LOI, et on va le voir un peu juste après de manière un peu plus précise sur comment déterminer cette valorisation. L'autre question que vous allez vous poser, c'est les modalités de paiement de cette acquisition. Et il faut savoir que là, vous avez un certain nombre de moyens, pour faire l'acquisition. Généralement, on pense au full cash, mais il n'y a pas que le full cash, c'est-à-dire que c'est pas un paiement uniquement au closing. Il y a d'autres moyens, et on le verra là aussi, hein, de manière un peu plus précise après, puisqu'il y a les clauses d'earn-out, c'est-à-dire des compléments de prix que vous pouvez envisager, ou même des échanges de titres, si jamais vous voulez, ne pas faire une opération, en full numéraire. Donc, une fois que vous avez vu ça, vous allez aussi vous poser la question du sort des fondateurs. Ça aussi, c'est un élément important puisqu'il y a l'actif de la société qui est important, mais vous pouvez aussi avoir un intérêt à ce que les vendeurs, de la société continuent l'aventure avec vous.
parce que c'est les mieux placés pour continuer le développement, pour accompagner la transition, l'intégration et donc c'est une question à se poser assez tôt. Alors dans la LOI, vous n'allez pas en faire, tout un paquet, c'est-à-dire on vous demande pas de donner dans le détail quel va être leur rôle, leur rémunération et cetera, mais à minima poser le principe de: «Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on ne les garde pas?» Quitte à ensuite dire que les termes et conditions de leur continuité dans la société va être définis de manière plus détaillée, post-LOI. Une fois qu'on a vu ce sort des fondateurs, souvent dans la LOI, vous allez avoir des conditions suspensives. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la LOI n'est pas engageante, donc vous allez peut-être vous dire: «Mais alors à quoi ça sert d'avoir des conditions suspensives puisque de toute façon, ça n'est pas engageant?» Alors c'est quand même important parce que ça permet de donner un cadre et surtout d'un peu objectiver les raisons pour lesquelles vous seriez amené à ne pas réaliser l'opération. Et donc là, vous allez poser les grands principes. Alors souvent, alors ici, c'est un peu toujours les mêmes, hein. C'est, d'avoir fait un audit satisfaisant, c'est-à-dire que les résultats de votre audit, que ce soit sur la partie juridique, financière, technique, soient satisfaisants pour pouvoir continuer. Donc c'est suffisamment large pour se dire que si jamais vous identifiez quelque chose qui ne va pas trop, vous pouvez sortir. Il y a également la validation de vos organes décisionnels. Donc souvent, lorsque vous avez un board dans la société, ça va supposer que votre board donne son accord. Donc c'est aussi un moyen de sortie. On a ce qu'on appelle un peu une clause MAC, donc c'est la Material Adverse Change. Donc c'est une clause un peu fourre-tout dans laquelle on va dire il ne faut pas qu'il y ait, d'événements significatifs défavorables entre la signature de la LOI et la réalisation de l'opération. Donc voilà, c'est, là aussi, ça vous permet d'avoir une porte de sortie et dans certains cas, on peut avoir dans les conditions l'obtention d'un financement bancaire. Et parce qu'on le verra plus tard dans les modalités de paiement et de financement, il est tout à fait possible que vous ne réalisiez pas l'acquisition, intégralement sur vos fonds propres et que vous vous adossiez sur une banque. Donc toutes ces conditions-là, vous allez les faire apparaître, dans votre LOI pour donner un peu de la visibilité, à votre vendeur et éviter de tomber dans un écueil où, bah, finalement, vous n'avez pas de conditions suspensives dans la LOI et tout à coup, vous décidez d'arrêter les discussions et là, vous risquez de tomber dans la rupture abusive des pourparlers. Mmh, sur laquelle vous pourrez éventuellement vous demander des dommages et intérêts. Donc voilà, ça permet de cadrer et en même temps, c'est suffisamment large pour vous donner quand même une multitude de portes de sortie. Ce qu'il faut bien avoir en tête sur la LOI, c'est que c'est aussi le premier document que vous échangez avec la contrepartie adverse. Et c'est un document important qui va positionner un certain nombre d'éléments et mettre les deux parties dans un état d'esprit qui fait que l'opération peut réussir ou non. Si vous mettez des choses trop contraignantes ou vous avez un ton dans la LOI qui est trop direct ou trop fermé, vous risquez de ne pas donner envie de discuter et donc que votre LOI ne soit pas contresigné. C'est effectivement un document qui peut être revu très largement et qui vous laisse plein de portes derrière, mais c'est un premier document qui vous positionne vis-à-vis du vendeur et qui met un état d'esprit sur le papier dans la transaction. Complètement. Effectivement, il faut être, les éléments, il faut les définir, mais il ne faut pas rentrer dans un niveau de précision qui pourrait, bah, créer potentiellement des blocages avec les vendeurs. Ça, je te rejoins totalement Charles sur cette remarque et donc un des éléments quand même clés pour vous, lorsque, vous avez, un intérêt vis-à-vis d'une cible, c'est quand même l'exclusivité dans cette lettre d'offre. C'est-à-dire, vous allez demander au vendeur, une fois qu'il a signé, de ne pas engager de discussion avec, en tout cas, il a l'interdiction d'engager des discussions avec des investisseurs, des acquéreurs. Voilà, vous avez l'exclusivité dans les échanges, ce qui vous permet ensuite plus sereinement, encore une fois, d'auditer, de peaufiner les modalités, d'acquisition et d'être assez serein et cette clause-là, pour le coup, elle est engageante et elle est hyper importante. Moi, j'ai déjà eu un cas un peu malheureux où, la lettre d'offre avait été, un peu signée, par les parties de leur côté. L'acquéreur n'avait pas pensé à mettre la clause d'exclusivité parce que, voilà, ça s'est fait un peu trop vite et malheureusement à quelques semaines du closing, bon, bah, on lui a expliqué qu'il y avait une autre offre qui était arrivée sur la table, mieux-disante, et que finalement, ils allaient pas poursuivre. Donc c'est voilà, c'est une clause qui est indispensable, il faut pas faire l'économie, de l'intégrer, d'où l'importance d'être accompagné parce que ça vous permet quand même d'avoir un backup et de vous assurer que votre lettre d'offre, elle contient tous les minima nécessaires pour vous permettre d'avancer dans les bonnes conditions. Et le dernier élément important à mentionner, dans votre lettre d'offre, c'est ce qu'on appelle la garantie d'actifs et de passifs. On va le voir de manière un peu plus précise, ensuite sur
qu'est-ce que ça contient et la manière de l'encadrer, mais de manière très simple, en fait, c'est ce qui va vous permettre de vous assurer, en cas de dommage post-acquisition, de vous faire indemniser. Donc ça, c'est ultra important. Dans la lettre d'offre, même chose, il ne faut pas rentrer dans le détail, de toute façon, vous n'avez pas audité, donc très compliqué de donner les contours de la garantie, mais en fait, il faut poser le principe en indiquant que, voilà, vous allez demander une garantie d'actifs et de passifs, dans des conditions, voilà, qui sont standards d'une certaine façon, ce qui vous donne un peu, de la latitude, pour déterminer, les termes de cette garantie. Voilà un peu l'idée de cette LOI et de ce qu'elle doit contenir. Peut-être juste à titre d'exemple, dans une MAC clause, on a eu pendant le Covid énormément de questions au sujet des MAC clauses, puisque la survenance du Covid pouvait, dans certains cas, remettre en cause légitimement beaucoup de transactions avec des acquéreurs qui se retrouvaient en difficulté en s'étant engagés énormément et en ayant une activité qui avait complètement dégringolé ou qui s'était totalement arrêtée ou figée. Voilà. Donc la MAC clause est importante à avoir en tête. Et il y a beaucoup de sujets sur ce point-là. Surtout qu'aujourd'hui, il y a tellement d'éléments d'instabilité que, finalement, autant cette clause, il y a quelques années, on avait l'impression qu'elle était rarement activée, et aujourd'hui, bon, il y a quand même plus de chances qu'elle le soit. En tout cas, la probabilité est un peu plus importante. Donc maintenant, je vous propose, qu'on focus, sur, un des éléments de la LOI, c'est la valorisation et les points de vigilance. Donc Charles, je te laisse, la Ouais. parole sur ce premier point. Alors, vous devez sans doute tous être à l'aise avec les deux termes que sont valeur d'entreprise et valeur de titre. Pour autant, c'est un point hyper important dans votre positionnement sur la LOI, parce que les implications, selon les termes que vous utilisez, ne seront pas du tout les mêmes sur la suite du process et sur les engagements que vous donnez à la contrepartie. Alors, pour rappel, la valeur d'entreprise, c'est la valeur intrinsèque de l'activité. C'est globalement ce que vaut l'activité, peu importe son mode de financement et ses modalités de structuration. Donc, la valeur d'entreprise, elle est déterminée généralement par un multiple d'EBE ou d'EBITDA, ou dans certains cas par un multiple du CA, notamment quand on pense aux sociétés en SaaS, où on prend un multiple du CA annualisé qui donne la valorisation d'entreprise, la valeur d'entreprise. Ce multiple qu'on utilise, il est unique selon les entreprises. Il est spécifique à un secteur d'activité. Vous n'aurez pas les mêmes multiples pour une société industrielle ou une société de conseil ou une société SaaS et autres. Les multiples sont vraiment dédiés à un secteur d'activité. La variation du multiple au sein d'un secteur d'activité, elle est liée principalement à la qualité de l'actif. Plus l'actif est qualitatif, plus le multiple est élevé, plus on a envie de l'acheter. Moins l'actif est qualitatif, moins le multiple est élevé. Et le multiple reflète aussi les perspectives futures, donc les perspectives de croissance potentielle, de croissance de la société que vous voulez acquérir. Et donc tout ça, ces trois éléments-là rentrent en compte dans ce que vous mettez dans le multiple, sachant qu'il faut bien regarder le multiple sectoriel appliqué ou le multiple des comparables du secteur sur les transactions récentes pour pouvoir positionner votre offre. La valeur d'entreprise, si vous bidez avec, ça va vous donc donner une valeur qui est uniquement liée à l'activité. Elle ne sera pas liée à l'endettement de la société et à tout le passif de la société ou les actifs financiers. Et c'est ce qu'on dit justement après. On ajustera a posteriori la valeur d'entreprise de la dette financière nette, qui est donc la trésorerie, la dette financière plus les ajustements de BFR normatif. Et quand on aura ajusté la valeur d'entreprise de cette dette financière nette, on aura donc la valeur de titre. C'est le prix que vous payerez, sonnant et trébuchant, pour acquérir les titres de la société, de votre cible. Donc, nous, on vous conseille de privilégier la valeur d'entreprise dans une LOI quand vous avez peu d'informations qualitatives sur la partie financière, qu'il y a une forte volatilité de la trésorerie, ou vous présumez qu'il y a une forte volatilité de la trésorerie qui peut être liée à une volatilité d'activité ou à, en tout cas, une saisonnalité assez forte de l'activité. Et c'est généralement une bonne approche pour pas trop se mouiller, pour proposer une offre qui est bonne, qui semble bonne à votre avis vis-à-vis des vendeurs, pour passer en phase 2. C'est-à-dire que, et on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si votre LOI n'est pas contresigné, les discussions s'arrêtent
et vous ne passez pas en phase 2. Dans un contexte compétitif, il faut mieux faire la plus belle offre en phase 1 pour espérer rentrer en phase 2. Attention toutefois quand on dit ça, si vous faites une trop belle offre et que vous la décotez trop fortement, vous risquez de rompre les discussions très rapidement et de voir le deal partir. Si on prend un exemple chiffré, la valeur d'entreprise qu'on cible, c'est une valeur à 5 millions d'euros. Vous avez 2 millions de passifs et de dettes financières. Vous payerez donc 3 millions d'euros. Sur la valeur des titres, c'est le prix payé pour les actions. Donc, on ne fait pas référence à la valeur d'entreprise et donc on ne fait pas référence à un EBITDA ajusté. Ça vous exonère d'un certain nombre de précisions que vous pourriez avoir envie de donner. C'est à privilégier quand vous avez une forte prévisibilité sur la dette financière, quand vous avez une forte qualité d'informations financières disponibles. Autrement dit, que vous avez énormément d'informations avant de rédiger votre LOI. Et il faut que vous ayez, a priori, identifié très peu de risques parce que une fois que vous aurez remis votre valeur de titre, vous vous engagerez, si l'offre est acceptée, à payer cette valeur de titre, peu importe tous les actifs et passifs qui seront autour de la société. Donc, c'est beaucoup plus engageant pour vous. Et donc, il faut bien avoir en tête ces deux distinctions et ce que ça vous laisse comme possibilité derrière dans les négociations pour revoir votre prix à la baisse ou à la hausse. Parfait, merci. Merci Charles. Effectivement, cette distinction, elle est très importante et parfois méconnue par les entrepreneurs quand ils veulent faire une offre et donc c'est important de la préciser pour éviter les mauvaises surprises. Je rejoins totalement sur le fait qu'il faut absolument privilégier la valeur d'entreprise, alors sauf des cas très rares, parce que ça permet de faire les ajustements que tu as partagés et d'éviter en tout cas s'il y a des mauvaises surprises, qu'elles soient prises en compte dans le calcul du prix. Alors du coup, on va essayer d'avancer parce que je vois qu'il est déjà 27, mine de rien, le temps passe vite. Donc maintenant qu'on a parlé de la valorisation et comment la prévoir, on va parler des modalités de paiement. Il faut savoir que vous avez globalement 3 options sur les modalités de paiement. Il y a d'abord le full cash upfront, c'est-à-dire que l'offre elle est faite et vous allez payer 100 du prix, au moment du closing, donc au moment où toute la documentation de l'opération sera signée. Alors bien évidemment, c'est l'option privilégiée par les vendeurs puisque, ils récupèrent tout de suite. Il n'y a pas de rien n'est remis à plus tard et parfois ça peut être un élément de compétitivité s'il y a d'autres concurrents qui proposent des modalités de paiement, avec notamment un earn-out. Donc ça, c'est la première option, on va dire la plus simple, qui permet d'aller vite. Mais c'est pas la seule, puisque vous avez aussi la possibilité, d'avoir une partie en cash, c'est-à-dire, un paiement que vous faites au closing et puis un complément de prix qui sera payé dans un deuxième temps en fonction des projections ou des performances futures de la société. Souvent, c'est entre dans les 18 et 24 mois. Là-dessus, en fait, ça permet, on va dire, en tant qu'acquéreur, de un peu minorer votre risque, parce que souvent, le vendeur, bah, va vous voilà, en tout cas, il a tout intérêt à vous dire que la performance de la société, elle est belle, que dans 12 mois, 24 mois, voilà les projections, qui seront réalisées. Mais pour autant, tant qu'elles n'ont pas été réalisées, c'est compliqué de payer l'intégralité du prix. Donc ça vous permet, vous, de votre côté, de venir, un peu tempérer tout ça et de se dire: «OK, moi, en fait, on se met d'accord sur un prix aujourd'hui et si jamais les performances que tu m'annonces sont réelles, eh bien, je paierai un complément de prix». Seul élément qui est important, c'est que l'earn-out, alors bien évidemment pas au stade de la LOI, mais c'est qu'il va falloir, être très précis sur les conditions du versement de ce complément de prix et donc être un maximum objectif parce que la clause d'earn-out, c'est la clause qui génère le plus de contentieux dans le cadre des cessions, puisqu'au moment venu, il y a toujours des discussions sur: «Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas? Est-ce que j'ai eu les moyens pour les atteindre ou pas?» et donc c'est des éléments sur lesquels il faut être très vigilant et enfin, vous avez, je trouve que ça c'est pas toujours un réflexe, vous avez aussi la possibilité de faire un mix. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé du sort des fondateurs, vendeurs. Vous pourriez très bien vous dire, en fait, ils vont rester dans la société, ils ont vocation à accompagner ce développement et donc je vais les incentiver en leur, donnant, pas leur donnant, mais en tout cas en contrepartie d'une partie des actions, leur donner des actions de la société mère, donc de la société, vous en tant qu'acquéreur et donc ça vous permet de pas mobiliser,
énormément de cash pour l'acquisition et de donner une incentive des fondateurs, puisqu'ils auront un intérêt direct à la réussite du groupe, puisqu'ils auront encore des titres au sein du groupe de la société. Donc ça, c'est un peu les 3 options que vous avez. Et bien évidemment, il y a toujours des mix possibles. Vous pouvez aussi faire un 100 échange de titres, c'est-à-dire qu'il y a pas du tout de cash en contrepartie. Bon, ça arrive de le voir, mais c'est pas très courant. Il faut vraiment que la société, acquéreuse, ait un potentiel de croissance très fort pour que les vendeurs, y trouvent un intérêt. Heu, mais voilà, vous avez, plein de moyens à votre disposition pour, faire l'offre qui est la plus adaptée par rapport à vos capacités. Mmh. Heu, une fois que vous avez, posé, les modalités de paiement, va se poser la question de comment vous allez structurer le financement, de cette acquisition. Et là, Charles, si tu peux nous en dire un peu plus Ouais. sur les 2 options, possibles. Rapidement, donc, dans votre lettre d'intention, vous aurez à donner les modalités de financement ou comment vous envisagez les modalités de financement. En tout cas, le financement de l'opération serait une clause suspensive, une condition suspensive à la réalisation de l'offre. Dans les financements, vous avez généralement un hybride apport en capital et prêt bancaire. Donc, généralement, vous avez du financement en fonds propres via votre société. Donc, si vous avez de la trésorerie pour faire l'acquisition, vous faites une partie de l'acquisition via vos fonds propres. Et à côté de ça, vous allez mettre un pourcentage plus ou moins élevé de dette bancaire ou de quasi-dette bancaire pour maximiser votre retour sur investissement et votre levier financier. Donc, vous avez les solutions qui sont assez classiques en dette senior LBO. Globalement, vous avez entre 30 à 50% de fonds propres apportés et entre du coup 70 et 50% de dettes que vous levez auprès d'une institution financière ou d'investisseurs financiers. Il faut avoir en tête juste la supportabilité de votre dette. Est-ce que vous serez capable de payer avec le nouvel ensemble la dette et est-ce que vous serez capable de le rembourser? Donc, il y a certains critères. Généralement, on évite d'aller au-dessus de 3 fois le BE ou l'EBITDA dans les ratios. Ça implique que vous avez sans doute une documentation bancaire qui vous oblige de respecter un certain nombre de ratios. Il faut juste avoir ça en tête et savoir si vous êtes prêt à signer ce genre de contraintes. Alors ensuite, vous avez des sujets dilutifs ou non dilutifs que peuvent être la BPI, avec des garanties partielles par la BPI ou avec des prêts par la BPI. Vous avez des sujets de prêt de transmission selon le cadre de l'opération. Et après, vous pouvez potentiellement aller chercher d'autres investisseurs, les faire rentrer en minoritaire dans cette histoire. C'est ce qu'on appelle les fonds de private equity. Ça peut être des fonds de private equity ou des gens qui sont un peu moins connus, qui sont les family office, voilà, qui investissent à vos côtés dans l'opération et qui peuvent potentiellement investir dans le nouvel ensemble à vos côtés. Voilà, faut avoir ça en tête. Il faut bien l'anticiper parce que ça va impacter le délai de la transaction. Si vous ne l'anticipez pas assez, vous risquez d'avoir à décaler la transaction ou de l'avoir échoué parce que vous n'avez pas eu les accords bancaires suffisants ou le financement à temps. Voilà, donc, c'est bien à intégrer dans le calendrier, dans le rétro-planning de l'acquisition. Ouais, complètement. Et surtout, c'est un élément quand même qui est très stratégique. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, en fonction, de la méthode qui aura été, retenue pour identifier sa cible. Et parfois quand, on est avec de la concurrence, se pose la question de: «Est-ce qu'on n'a pas intérêt à être en full fonds propres, quitte à faire une proposition plus basse?» Parce que parfois, les vendeurs, ils sont plus sensibles, puisqu'ils se disent: «OK, je ne suis pas tributaire d'un financement», versus une offre qui serait plus élevée, mais avec un financement. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça où, l'offre, elle a pu être faite 20 moins chère, elle a été acceptée parce qu'il n'y avait pas de financement bancaire, adossé. En tout cas, il n'y avait pas de conditions suspensives. Donc c'est pour ça que c'est important d'aussi voir la sensibilité des vendeurs, par rapport à ce sujet-là pour pouvoir, on va dire taper juste en termes de prix, modalité de paiement. Ouais, tout à Parfois, fait. ça vous permet de faire vraiment un très bon deal en faisant un petit effort, sur le mode de financement. La modalité de fonctionnement, enfin de financement à un instant T ne veut pas dire que vous ne soyez pas en capacité de refinancer l'ensemble a posteriori. Donc, il faut bien Complètement. réfléchir à ça. Si vous avez le temps
Si vous avez l'argent pour apporter en numéraire directement et vous avez le temps, vous savez que vous avez 1 an ou 2 ans pour refinancer derrière, ça peut être une option pour accélérer le deal. Complètement. Alors dernier point, de la lettre d'offre, la garantie d'actifs et de passifs, qui est vraiment la protection indispensable, post-acquisition. C'était important de l'aborder aujourd'hui, parce qu'une fois que le deal est signé, que les clés ont changé de main, voilà, on est content, on a closé et il arrive parfois que 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, vous receviez un redressement fiscal pour une période où vous n'étiez pas du tout, acquéreur, en tout cas vous n'étiez pas encore propriétaire de la société, ou bien un client qui va contester, un contrat, réclamer des pénalités, ou le plus classique, une attaque au prud'homme par un salarié. Et donc là, on se dit: «Ah bah mince, c'était pas du tout ce que j'avais ce que j'avais en tête et donc je dois gérer des problèmes, dont je ne suis pas à l'origine» et c'est exactement pour ça qu'on a la garantie d'actifs et de passifs. Cette garantie-là, en fait, c'est un engagement qui est donné, par les vendeurs, que tout ce qui vous a présenté est conforme à la réalité et que s'il y a un passif caché qui est révélé après l'acquisition, il s'engage à vous indemniser. Donc cette garantie, elle a pour effet, encore une fois, de vous sécuriser sur ce qui pourrait arriver a posteriori et si jamais vous en aviez eu connaissance au moment du deal, vous auriez potentiellement rediscuté le prix pour tenir compte de ce dommage-là. Parce que l'idée, c'est pas de payer plus cher en découvrant des dommages a posteriori. Alors cette garantie, elle est quand même encadrée. Il y a des standards de marché sur ce que vous pouvez demander. Je le répète, là, on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous donner les clés, mais quand vous êtes au stade de la lettre d'offre, il n'est pas nécessaire d'aller dans ce niveau de détail parce que vous n'avez pas encore audité. Donc, vous pourrez, peaufiner ces éléments-là a posteriori. Souvent, le montant de la garantie, il y a un plafond maximum qui représente un pourcentage du prix d'acquisition. Généralement, c'est à peu près entre 10 et 30 du prix d'acquisition et ça va dépendre du prix. Plus le prix est élevé, plus le pourcentage, a priori, est bas. Si vous êtes sur une acquisition à 5 000 000, 10 000 000, si vous êtes à 10 000 000, mettre, 20 du prix d'acquisition, ça commence à faire des millions d'euros, de garantie. C'est peut-être pas, pertinent par rapport à ce que vous avez pu voir, dans le cadre de votre audit. Mais ça vous permet d'avoir un petit peu une tranche, et une idée de ce qui se fait. Ensuite, vous avez la durée de la garantie. Souvent, elle est entre 18 et 36 mois parce que c'est la période pendant laquelle les dommages ont tendance à se révéler. Alors, bien évidemment, c'est une durée de principe et ensuite pour tous les sujets spécifiques du type fiscalité, sociale, ça souvent on vise la durée de la prescription parce que c'est des sujets qui sont assez importants et on ne peut pas prendre le risque qu'ils soient limités uniquement sur, 18, 36 mois. Et une fois que vous avez cette garantie, il ne faut pas s'arrêter à ça parce que sinon, elle n'a pas tellement de substance si vous n'avez pas de contre-garantie. La contre-garantie, c'est ce qui va permettre de vous assurer que vous allez être indemnisé au moment venu. Parce que si vous faites une garantie, mais vous n'avez pas de contre-garantie, qui souvent prend la forme d'un séquestre, c'est-à-dire que vous allez garder en séquestre une partie du prix de cession, ou bien vous allez passer par ce qu'on appelle une garantie autonome bancaire à première demande, c'est-à-dire que ça va être de l'argent qui va être bloqué auprès de la banque, qui vous permet de vous servir si jamais un dommage venait à intervenir et de vous indemniser. C'est hyper important parce que vous imaginez bien que si vous n'avez pas de contre-garantie, vous avez payé les vendeurs, ils ont utilisé l'argent, ils ont fait leur investissement, vous arrivez 2 ans plus tard pour leur dire: «Toc toc, en fait, il y a un dommage, il faut m'indemniser à hauteur de 200 000, 300 000 €», ça va être très compliqué puisqu'il va falloir engager des procédures et il y a pas d'automaticité et ça va dépendre de leur solvabilité. Et donc cette garantie qui avait pour vocation de vous protéger, elle finit par être une garantie, on va dire de façade. Donc une fois que vous avez posé un peu ce cadre-là, ensuite il y a des points de vigilance, à avoir vis-à-vis de la garantie. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir des seuils de déclenchement et ce qu'on appelle des de minimis par sinistre, parce que l'idée, c'est pas non plus de demander, une indemnisation au premier euro. Et donc il faut mettre des seuils qui sont raisonnables. C'est-à-dire qu'un dommage, qui correspond à 500 €, 1 000 €, on va peut-être pas les prendre en compte parce que, ça fait partie, on va dire, du risque qu'on est prêt à accepter. Mais au-delà d'un certain montant, il faut considérer que l'indemnisation puisse être demandée. Heu
Et juste pour un peu rétropédaler sur, la contre-garantie et le montant de la contre-garantie, souvent ça correspond à un pourcentage du plafond d'indemnisation. Là aussi, on est en moyenne entre 10 et 50 heu, qui est mis en séquestre pendant la durée, de la garantie. Mais il peut très bien y avoir des mécanismes qui prévoient que cette contre-garantie est dégressive. Plus les années passent, plus vous libérez une partie du séquestre, notamment parce que, voilà, on considère que le risque, d'intervention d'un nouveau dommage, est moins important. Et qui est-ce qui gère le séquestre? C'est bien évidemment, c'est pas vous, ça va pas être sur sur le compte bancaire de l'acquéreur, mais souvent c'est un tiers de confiance qui est désigné, donc soit un notaire, soit une banque, soit, alors en tout cas quand vous avez un avocat qui vous accompagne, souvent on passe par la CARPA, qui est un séquestre de l'ordre des avocats, qui est un séquestre spécifique dans lequel, sur lequel l'argent est placé. Donc cette gap, elle est vraiment, indispensable et il faut prendre le temps de la réfléchir, correctement, mais sans faire peur aux vendeurs et c'est pour ça que dans la lettre d'offre, voilà, on recommande juste de mettre une petite phrase qu'il ait bien en tête qu'il va garantir des choses. Parce que là aussi, nous, on a eu quelques surprises où ça n'était pas mentionné et au moment venu, quand on lui dit: «Bah, il y a une gap», il ne comprend pas, il dit: «Bah, non, en fait, moi, je vends ma société et puis derrière, j'ai pas envie d'être embêté» et ça crée parfois des tensions, des frustrations et c'est jamais très bon pour la suite du deal. Donc voilà un peu sur les éléments clés de la lettre d'offre avec les quelques focus, sur deux trois points qui sont importants. Je crois qu'on a un petit peu dépassé, donc on va aller, un peu plus vite sur la checklist, finale. Donc on a essayé de vous mettre un listing de tout ce que vous devez faire, lorsque vous vous lancez dans ce processus, d'acquisition. Ouais, Oui. très rapidement, sur le ciblage, une bonne acquisition commence par un bon ciblage et donc définissez bien les critères, puisqu'une fois que vous aurez lancé des discussions, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va vous détourner de l'opérationnel de vos groupes. Et donc, si vous partez sur 50 cibles parce que vous n'êtes pas très clair sur vos critères, vous risquez de perdre du temps et perdre un peu d'argent si vous vous entourez de conseils dès le début. Donc, regardez bien ce que vous voulez faire, mettez-vous d'accord en interne et après, déroulez votre feuille de route. Regardez les sites que peuvent être l'Argos Index qui vous donne un peu, enfin qui vous donne les multiples de référence et l'évolution de ces multiples dans le temps. Ça, c'est des sites ouverts. Ayez une veille active sur le on-market en ayant pris contact avec les intermédiaires qu'il faut et, et activer votre réseau de tiers de confiance. Voilà, allez sur des sites d'actualité M&A comme CF News. Alors, c'est un site payant, mais vous avez CF News, vous avez pas mal de choses dans les Échos, dans Challenge et dans d'autres journaux. Regardez les plateformes qui peuvent être pertinentes, sachant encore une fois que sur les plateformes, il n'y a pas forcément que du bon et ce n'est pas forcément adapté à votre taille, mais allez voir sur les plateformes. Prenez contact avec des références étatiques comme la CCI, Transentreprise, BPI France. Euh, Prenez contact aussi avec des fonds small cap ou au moins regardez ce que les fonds small cap ont en portefeuille. Parce que le principe d'un fonds, c'est qu'au bout de 5 ans, il cède sa participation. Donc, il y a peut-être des sujets qui peuvent vous intéresser dans les participations de fonds. Et plus la participation est ancienne dans un fonds, plus vous avez un levier. Ça veut dire qu'elle ne va pas forcément très bien et que le fonds ne fera pas forcément une belle opération. Et parfois, quand le fonds est très ancien, il a envie de céder rapidement ses participations. Donc, vous pouvez faire des bonnes opérations sur les fonds small cap. Ensuite, qualifiez avant d'approcher. Regardez bien les informations que vous pouvez avoir en source ouverte ou par des tiers de confiance pour approcher. Et surtout, préparez votre pitch acquéreur pour être le plus percutant possible. Généralement, le premier contact détermine si la banque d'affaires qui a le mandat va vous présenter au vendeur ou pas. Donc, présentez-vous correctement et sachez ce qui peut percuter dans la tête des vendeurs et ce que vous pouvez mettre en avant. C'est vrai que juste pour revenir sur le pitch hacker, ça c'est hyper important, surtout en plus d'avoir, la vision post-acquisition. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous voulez faire de la boîte a posteriori? Parce que les vendeurs sont souvent sensibles à ce que va devenir leur boîte, et parfois c'est un peu négligé. On pense qu'il suffit d'avoir un bon prix, pour gagner l'acquisition. La réalité, c'est que c'est pas le seul paramètre. C'est un des plus importants, mais c'est pas le seul paramètre. Là aussi, on a déjà eu des cas où, en fait, finalement, les vendeurs ont décidé de ne pas vendre parce qu'ils n'étaient pas alignés avec, le futur qui était envisagé pour la boîte qu'ils ont construite.
Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de temps, pour réfléchir à la stratégie de développement et comment, convaincre, les vendeurs, de nous vendre. Pour le reste des points, à réaliser quand vous voulez faire une acquisition, donc c'est adresser, comme on l'a dit, la LOI assez rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, une idée du prix, des modalités de paiement, du sort des fondateurs, il faut l'envoyer parce que ça donne un peu de crédibilité dans les discussions, et ça permet d'avancer sur une base écrite. Comme vous l'avez dit tout à l'heure Charles, il faut clarifier, cette notion de valeur d'entreprise, valeur de titre dès la LOI pour ne pas se faire piéger et éviter là aussi des discussions a posteriori qui ne seront agréables pour personne. Parce que découvrir un vendeur qui découvre a posteriori que finalement: «Ah oups, on s'est trompé, c'était pas la valeur de titre, mais c'était la valeur d'entreprise qu'on voulait viser». Bon bah, c'est on va dire que ça redistribue les cartes et il était peut-être pas d'accord, alors même que si vous l'aviez évoqué dès le départ, ça n'aurait pas créé, de points de frustration. Choisir votre structure de paiement, là aussi on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire voir quel est le plus pertinent en fonction des vendeurs que vous avez face à vous et de leurs ambitions, de leurs prétentions. Négocier une garantie d'actifs et de passifs avec séquestre, c'est important de voilà, de l'envisager et de l'expliquer, aux vendeurs. C'est-à-dire que parfois, ça peut là aussi créer des réticences en disant: «Mais en fait, moi je vais pas percevoir l'intégralité du prix, ça me gêne». Mais en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est que de toute façon, cette garantie, elle est censée, protéger l'acquéreur et l'idée, c'est d'éviter qu'au contraire, le vendeur soit dans une situation où il a dilapidé tout l'argent et qu'on vienne le voir 2 ans plus tard pour lui réclamer, une partie. Mmh. Ça on va dire que ça aligne d'une certaine façon quand même les intérêts, de part et d'autre. Mener un audit sérieux pendant l'exclusivité, ça c'est totalement indispensable. Il ne faut pas aller trop vite sur l'audit. J'entends parfois des clients qui disent: «Non, mais on va faire très très rapidement, on va avoir deux trois trucs et on avance». Mais la réalité, c'est que vraiment parfois, il vaut mieux prendre un petit peu de temps, pour confirmer, l'acquisition qu'aller trop vite et en fait avoir une déception a posteriori. Parce que la garantie a vocation à vous protéger, mais comme vous l'avez vu, elle a un plafond. Donc elle ne va pas non plus pouvoir, vous protéger sans aucune limite et pour ça, il faut être accompagné Ouais. par, des conseils, une banque d'affaires et bien évidemment un cabinet d'avocats parce que ça va vous permettre de vous baquer sur tous ces sujets-là. C'est notre rôle, d'être là, d'aller décortiquer, de faire les audits, de vous donner, les red flags et bien évidemment ensuite c'est à vous de faire les arbitrages entre les red flags qui vous paraissent comme étant suffisamment structurants pour retirer, votre offre ou à l'inverse considérer que ce sont, des red flags, avec lesquels vous pouvez tout à fait vivre compte tenu de, l'intérêt que vous avez à faire cette acquisition. C'est très important sur l'accompagnement. Alors, vous pensez qu'on prêche pour notre paroisse et bien sûr qu'on le fait, mais être bien accompagné, ça nécessite que vous soyez à l'aise avec les consultants que vous avez en face de vous, que vous sentiez qu'ils sont là pour vous aider et vous apporter des solutions pragmatiques pour réaliser le deal, et surtout que ce soit des personnes qui soient capables de vous dire, attention, il y a quelque chose qui n'est pas bon et il ne faut pas faire ce deal-là. Moi, en tant que banque d'affaires, je suis payé au succès. Et je préfère avoir un client qui rate son deal et qui ne le fait pas, plutôt que d'avoir un client qui fait un mauvais deal et qui ne me recommandera jamais. Donc, ayez des gens autour de vous qui soient pragmatiques et qui savent vous dire les choses quand ils trouvent quelque chose. Alors, on entend bien que les honoraires sont souvent un sujet, mais pensez plutôt en se disant, si le conseil que je prends identifie un sujet, est-ce que ça a plus d'impact que les honoraires que je paye? Et généralement, la réponse est oui. Quand quelqu'un trouve un sujet qui a un impact fort sur le prix, ça dépasse généralement les prix du conseil que vous payez. Donc, n'ayez pas trop en tête de prendre des raccourcis en disant c'est assez simple. Dans tout deal, c'est compliqué. Et d'expérience, pour avoir fait des deals à plusieurs milliards comme des deals à quelques centaines de milliers d'euros, c'est souvent les plus petits deals qui sont les plus compliqués et où la qualité de l'information est la moins bonne. Donc, faites attention à ça. Faites-vous entourer. Ouais, complètement. Je ne peux qu'aller dans ton sens, Charles, sur ce sujet-là. C'est vrai que
avoir des conseils, c'est hyper important, bien les choisir. Il ne faut pas hésiter, à aller chercher un peu des feedbacks de la part d'autres entrepreneurs qui ont été accompagnés, dans le cadre de leur opération. Et surtout avoir avec vous, des conseils qui sont, alors deal makers, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus aller chercher la petite bête pour tout et n'importe quoi, juste par ego. Et en même temps, qui ont, voilà, cette capacité à vous dire: «Attention, là, c'est beaucoup trop dangereux et donc si tu vas dans ce sens-là, c'est un peu à tes risques et périls» et être capable de dire: «Il vaut mieux, step back plutôt que d'avancer dans ce sens-là parce que les pertes risquent d'être, beaucoup trop importantes, a posteriori». Exactement. Donc voilà un petit peu, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, sur comment, réussir, votre acquisition. On espère que c'était suffisamment clair, il y avait pas mal de choses, mais on est là pour répondre à vos questions. Hésitez pas, à les poster sur le chat. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. J'ai pas l'impression. C'est que c'était ultra clair. Ou alors les questions, arriveront plus tard. En tout cas, on vous partagera, cette présentation et la checklist, par email à tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire. Vous pouvez bien évidemment revoir le replay, soit sur, YouTube ou sur, Spotify, mais également, directement sur notre site. Heu et on est bien évidemment à votre disposition si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, se pose des questions sur une acquisition potentielle, en cours, et sur lesquelles on pourrait éventuellement, vous aider, vous donner les premiers tips, pour la réaliser dans les meilleures conditions possibles. Je ne sais pas si on attend encore, une petite minute au cas où, il y ait des questions? Non. Non, n'hésitez pas à prendre contact, hein, on est disponible et avec plaisir pour répondre à vos questions. Complètement. Bon, il n'y a pas de questions, donc on va considérer que c'était, extrêmement clair. Merci à tous pour votre attention, et puis, à très bientôt, on espère. À bientôt.